lire. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez avec les reflets, Les tribulations d'un Égyptien en Égypte, et c'est écrit par Mohamed Mostagad. En fait, c'est un petit livre, mais en fait, c'est pas qu'il est compliqué à lire, c'est juste qu'en fait, l'auteur, il fait référence à tellement d'événements, à tellement de personnages que si on ne connaît pas toutes les histoires auxquelles il fait référence, en fait, on est perdu et on peut ne pas, comment dirais-je, goûter à l'ironie ou à la tragédie de ce qu'il est en train de lire. Mais de manière générale, bon, ça se veut plutôt drôle. En fait, on ne sait pas si c'est une farce ou si c'est une chronique, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un... En fait, c'est l'histoire d'un homme. Il raconte l'histoire d'un homme de sa naissance au moment où il se marie. Et je vais vous lire la 4e de page. Dans cette œuvre inclassable, qui n'est pas sans rappeler pour certains aspects le célèbre pessimiste d'Émile Habibi, Mohamed Mostagad nous conte les aventures drôlatiques d'un citoyen ordinaire, Moman Abdel Hafez, sorte de Candide de la vallée du Nil. Casteur de bouc dès son jeune âge, Moman est arraché à la campagne par une riche veuve qui lui fera goûter les délices du gramophone et de la salle de bain. Mais nous le retrouvons aussitôt dans son village, en tenue d'Adam, puis de nouveau en ville chez un fossoyeur, avant d'assister à sa circoncision tardive et mouvementée. Donc, à la truculence des personnages et des situations s'ajoute ici l'humour caractéristique de l'auteur, né du style délibérément grandiloquent, en total décalage avec l'objet du récit. En fait, ça résume très bien le livre. En fait, c'est en fait le gamin, au début c'est un gamin, après il se fait circoncire, donc il devient un homme, mais il y arrive que des situations tellement abracadabrantes qu'on se dit que c'est pas possible en fait. Et c'est ça qui rend le livre drôle. Et ce qui est marrant en fait, c'est que l'auteur aussi, il a eu une carrière, dirais-je, atypique. Et là, je vais vous lire ce qu'on a mis pour l'auteur. Né en 1938 à Beyrouth, en Haute-Égypte, Mohamed Mostagad a été ouvrier agricole, aide-couturier, aide-calligraphe, planton dans un laboratoire cinématographique, manœuvre puis scribe à la compagnie du haut barrage à Assouan, avant d'être embauché comme agent administratif à l'Académie de langue arabe. Connu surtout comme nouvelliste et chroniqueur, il a obtenu en 1984 le prix national égyptien des lettres pour son récit Les tribulations d'un Égyptien en Égypte. Donc en fait, ce livre, je sais pas comment dirais-je. En fait, quand on lit ce qu'on a dit sur l'auteur et le fait qu'il a reçu un prix quand même pour ce livre, on ne peut pas se permettre de dire que le livre est nul, parce que quand même s'il a réussi à avoir un prix national, le prix national égyptien des lettres pour ce livre, c'est que quand même le livre, ça vaut quelque chose. Mais c'est juste comme je disais, en fait, si on ne connaît pas la culture égyptienne, si on ne connaît pas les références qu'il emploie dans le livre, en fait, on a du mal à suivre l'histoire, mais en tout cas, il a un style assez déroutant, je dirais, parce que des fois, en fait, c'est l'auteur, en fait. C'est lui qui raconte son histoire, c'est lui qui a créé son personnage et qui raconte l'histoire de ce personnage. Mais en fait, il est souvent en retrait du personnage et c'est comme s'il découvrait ce que fait le personnage ou ce qui arrive au personnage en même temps que le lecteur. En fait, c'est comme s'il se
défausser complètement des situations ou des situations dans lesquelles en fait le personnage il se trouve, et j'ai trouvé ça très, très déroutant, mais après franchement c'est un livre à lire quand même parce que ouais c'est drôle. Bon, c'est drôle, c'est je trouve pas d'adjectif pour le livre. Mais en tout cas, j'ai pris des passages que j'aimerais vous lire pour montrer déjà, par exemple, le style de Mohamed Mostagad. Par exemple, en fait, pour nous expliquer, par exemple, à quel moment le personnage est né, ben moi, j'aurais juste dit, ouais, le personnage, il est né en 1900 machin, ou en 1800 quelque chose, ou je sais pas. Mais bon, lui, c'est pas comme ça qu'il nous dit à quelle date Moman est né. En fait, le personnage, il s'appelle Moman. De toute façon, je l'ai dit dans le 4e de page. Donc, ça s'appelle Chapitre sur la naissance et l'ascendance. Personne en ce bas monde ne saurait dire au juste en quelle année naquit Moman. S'il ne fait pas de doute que le Reichstag avait déjà été incendié pour permettre à Adolphe de liquider les opposants au Troisième Reich, ni que Lénine était mort, livrant la Russie socialiste à son têtu de successeur, il est peu probable que Chamberlain eût alors pris en main le destin de la très Grande-Bretagne. De même qu'il n'est pas certain que mon oncle Mohamed, prononcé Mehmed, fut sorti de la prison où l'avait mené le pavot qu'il s'obstinait à cultiver au milieu du coton. Affaire qui coïncida avec l'histoire de la montre de mon grand-père, le Haj Mostagab. Nous pouvons donc fermer la parenthèse sur cette évaluation approximative de la date de naissance de Moman. Donc du coup, quelqu'un qui ne sait pas à quelle date le Reichstag a été incendié, il ne peut pas dire. Après, bon, la mort de Lénine, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort, Lénine. Et quand Lénine est mort, c'est qui a remplacé Lénine à sa mort? C'est qui? Attendez. C'est Staline ou c'est pas Staline? Ou je sais pas, Staline il vient avant Lénine ou c'est Lénine qui vient avant Staline? Je sais pas. Toujours est-il que moi je dirais que en fait c'est vers les... À un moment il parle de la Deuxième Guerre mondiale, il dit que c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, donc du coup je dirais que c'est peut-être vers les années... Bon, 39-45 ans, je connais la date de la Deuxième Guerre mondiale, attention. Donc du coup j'allais dire que c'est autour des années 50, peut-être que cette histoire se déroule. Et à un moment aussi, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, des fois, il fait des... comment dirais-je, en fait? Il adore mettre des astérix tout au long de l'histoire. En fait, il y a souvent des astérix sur l'histoire. Et quand on se repère au bas de page, en fait, le bas de page en lui-même, c'est une autre histoire qui recommence. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est ça. Il raconte une histoire, l'histoire de Moman, et tout au long du récit, il y a des astérisques sur certains événements. Et quand on se reporte à ces événements, c'est encore une autre histoire qui part, quoi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Donc, du coup, à un moment, en fait, il continue à broder sur la naissance de Moman. Et à un moment, il dit, par exemple, tout cela concorde parfaitement avec l'hypothèse selon laquelle Moman serait né un certain temps après la révolte. Donc, du coup, là, il met un astérix. Et là, il va expliquer ce qu'il entend par cette révolte. Et donc, là, je vais vous lire ce qu'il entend par cette révolte. Vu le nombre d'événements que l'on désigne par ce terme, nous avons dû recouvrir aux piles de registres d'actes de naissance conservés au gouvernorat de la région
dont il est ressorti que le nom de Moman Abdel Hafiz Kamiz figure dans les registres de 1910, de 1929 et de 1938. En poussant l'enquête, il est apparu que la mère de Moman avait eu 4 enfants. Le premier Moman n'ayant pas survécu, elle donna naissance à un deuxième enfant qu'elle prénomma aussi Noman. Comme il mourut à son tour, elle appela Noman le troisième, puis accoucha du quatrième qu'elle nomma toujours Noman, persuadée que le troisième allait mourir. Mais les deux Moman survécurent pendant quelque temps avant que l'un d'eux ne décède. Nous n'avons pu établir lequel. Il s'ensuit que Moman Abdel Hafez fut appelé sous les drapeaux en 1930 et que l'on apposa face à son nom la mention décédé en 1949, où il s'avère que Moman n'était qu'un jeune garçon, et en 1962 où l'on s'aperçut qu'il avait plus de 35 ans et qu'il n'était nullement apte au service militaire puisqu'il en avait passé l'âge, sans compter l'anémie qui avait entamé ses facultés au point qu'il était difficile de se prononcer sur son âge de manière catégorique. Entre parenthèses, médecin lieutenant Mohamed Hassan Labid, chef de la conscription militaire, bureau de la sélection à Siout, 8 août 1962. Donc, en fait, tout ce que je viens de lire là, c'est une astérix en bas de page pour expliquer en fait la naissance de Noman. Et il en ressort que lui, l'auteur, en fait, il ne sait pas lequel des deux derniers Moman correspond au moment dont il est en train de raconter l'histoire. En fait, le truc c'est ça. L'auteur, en fait, il prend beaucoup de liberté, et c'est même pas beaucoup de liberté. En fait, c'est que c'est juste qu'il est très, comment dirais-je, pas taquin, mais en fait, il est drôle quand, en fait. Je veux dire, en fait, comment dirais-je, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. En fait, ça me fait penser au fait que, par exemple, avant qu'il y ait les actes civils, là, les gens, il y en a, ils ne connaissaient pas leur âge, en fait. Souvent, surtout en Afrique, on disait, par exemple, je sais pas, il a 7 hivernages, ou il a 10 hivernages, ou bien cette personne est née avant la Grande Guerre, cette personne est née après la Grande Guerre, cette personne est née après la Grande Sécheresse, ou le feu de brousse, ou des trucs comme ça. Donc, forcément, personne ne peut dire exactement à quelle date est née une personne et avant qu'ils aient introduit l'état civil, en fait. Donc, je pense que c'est plus pour faire un clin d'œil à ça qu'il part dans ce délire-là. Mais c'est dans cet esprit-là, en fait, que le livre est écrit. Donc, à chaque fois, il dit un truc et il part dans plein de choses. Et du coup, des fois, on a du mal à suivre. Mais en fait, c'est un livre qui est en fait, c'est plein, c'est une mine d'informations. En fait, il faudrait le lire avec Wikipédia ou copilote à côté pour pouvoir comprendre tout ce à quoi il fait référence. Mais en tout cas, c'est un livre très riche et du coup, bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, du coup, en fait, Moman, quand il est né, son père était déjà décédé. Il a été élevé par sa mère. Et sa mère, c'était une vendeuse de poissons séchés. Donc, elle vendait des poissons séchés et des friandises. Et ils habitaient dans une cabane au bord d'un canal. Le canal s'appelle Joseph. Et du coup, il nous parle un petit peu, par exemple, de l'enfance de Moman. Donc, je vais vous lire quelques hauts faits de Moman quand il était petit. Ceux qui ne portent pas Moman dans le cœur racontèrent qu'il n'avait pas reçu d'instructions suivies dans son enfance.
Ces théoriciens ne voyaient pas très loin malgré toutes leurs belles théories. Pensez que tant de fils d'enseignants, d'officiers, d'employés, de commerçants, d'avocats et de politiciens ont passé leur enfance sur fond de crise pédagogique on ne peut plus complexe entre quatre murs décorés de photos d'actrices. Quelle grande aventure leurs parents pouvaient-ils bien avoir à consigner dans l'album des souvenirs d'enfance, à part quelques blessures légères dues à un manque d'adresse à bicyclette, une chute de derrière un tramway ou l'effondrement d'une rampe d'escalier. C'est que ces enfants-là n'avaient pas souvent l'occasion de grimper aux arbres, ni même de taquiner un chat. Moman, lui, dont la part d'instruction se réduisait à un gros zéro, sut parfaitement nager à 5 ans et plonger à 7 et quelques. À 8 ans, il pouvait déjà se glisser la nuit dans les champs de tomates pour en arracher les fruits. À 9 ans, il s'empara d'un petit chevreau qu'il égorgea avec le tranchant d'une boîte de conserve rouillée. Il réussit à escalader un demi-palmier, brisa le crâne d'un chien mort et mit le feu à un champ de roseaux et un bois de queue de chat. À 8 ans, toujours, il tua d'une pierre 2 oiseaux, inondant 20 fédans et 5 pouces de terre en tripotant l'entrée d'un canal d'irrigation, coupa le chemin à une petite qui gardait ses chèvres et lui arracha 2 pleines poignées de figues de sycomore, fit basculer une chamelle qui emporta un bout de la berge en allant rouler dans le canal de Joseph, lança des pierres contre les automobiles peu nombreuses qui passaient sur la route voisine et poursuivit un avion qui planait dans le ciel en insultant à tue-tête la mère de son pilote avant de tomber dans une crevasse qui fendait la terre déchaissée. Donc du coup, là, il nous met un astérix, mais je vous fais grâce de l'astérix. À 9 ans, il pouvait castrer les chevreaux pour qu'ils n'épuisent pas leur vigueur et leur bonne graisse dans des rapports inavouables. À 10 ans, il réussit à grimper tout en haut d'un palmier. Il creusa au milieu du chemin un piège qu'il recouvrit d'herbe et de terre pour se délecter de voir les passants s'y affaisser. Au même âge, il apporta des propos qui déclenchèrent 3 échauffourées, lesquelles s'achevèrent par quelques menus drames. Il devint excellent à la toupie et à la marelle et il commit sa première méchanceté. À un homme qui se rafraîchissait dans le canal, il déroba ses vêtements. Ensuite, il fit la connaissance des marchands de Meloua. En fait, Meloua, c'est du poisson séché. C'est ce que vend sa mère. Du domaine de Cholgami, de Deirutgar et de la ferme au Borico. Et un jour, il aida à attirer un étranger dans un repère de brigands où l'homme allait se faire assassiner. Donc ça là, c'est ce que entre 5 ans et 9 ans, il nous dit tout ce que... En gros, ce qu'était la vie de Moman et comment il apprenait à vivre dans son milieu naturel, en fait. Tout ça pour dire qu'en fait, Moman, il a eu l'éducation de la vie, quoi. Et donc, c'est sur ce genre de... Comment dire, en fait? C'est sous cette plume-là qu'il nous raconte l'histoire de Moman, les différentes situations dans lesquelles il se trouvera le long de son adolescence jusqu'au moment où il se marie. Et j'aimerais aussi vous lire un passage où ça parle en fait... c'est un moment, en fait, Moman était tombé malade et sa mère l'a amené chez une sorte de, comment dirais-je ça, de marabout pour qu'il l'exorcise
et il dit Moman, c'est la mère de Moman. Elle a tout droit trouvé le cheikh Abdel Wadoud. C'est la clé du village, son protecteur, celui qui neutralisait ses démons et allégeait ses souffrances. Sitôt entrée, elle se vit accueillie avec force invocation du nom et de la puissance du Seigneur. Quel bon vent t'amène. Maître, ouvrez-nous le livre. Le cheikh Abdel Wadoud posa sa main magique sur la tête de Moman, lequel restait plongé dans un profond silence, et les versets ruisselèrent sur toute la pièce. Comme il rapprochait de Moman, son souffle imprégné de paroles sacrées alla flotter au-dessus de la tête du garçon et s'enrouler autour de sa gorge, sa nuque, son corps entier. Là, il sortit le grand livre relié de vieux pilous et se mit à tourner des pages, et encore des pages, et à réciter, passer la main sur le front de l'enfant, implorer l'aide du Créateur. Et puis, ce fut comme si le cheikh Abdel Wadoud avait mis le doigt sur le bout du fil. Après un bref silence, le voilà qui partit de son cri de pan, saisit sa plume et ses papiers et se mit à tracer des signes avec une encre de Chine à l'odeur pénétrante. Ensuite, il fit un feu et d'un air compatissant et solennel, il souleva le corps de Moman. La fumée emplissait les lieux et les yeux et les larmes les yeux. Ok. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô assemblée des djinns, vous avez abusé des hommes. Nous dîmes, ô Dul Kainan, ou bien tu les châties, ou bien tu adoptes à leur égard beau traitement. Nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham, fraîcheur et paix. Ils dirent, nous te ferons annonce de vérité. Ne sois pas de ceux qui désespèrent. Qu'un malheur le frappe et le voilà morne, désespéré. Nous assignons un démon comme compagnon inséparable à quiconque se détourne du souvenir du miséricordieux. Le Seigneur est vérité, il est le guérisseur, le bienfaisant et l'indulgent. Ce sera 20 piastres. Donc en fait, ce sera 20 piastres, ma bonne dame. 20 piastres, sans lui laisser le temps d'objecter, il lui enjoignit de prendre son fils dans ses bras et de franchir 7 fois les braises. Et là, à cet instant même, Moman toussa, puis poussa un cri, petit certes, mais audible. Le malin génie quittait le corps. Les démons se séparaient de la moelle. Oui, les djinns abandonnaient l'auguste Moman. Le chef Abdel Wadoud fourra une amulette sous l'aisselle de l'enfant, puis appuya son dos contre le mur et s'installa dans cette posture, l'air de méditer ou d'attendre quelque chose. Je voudrais souligner ici les efforts prodigieux comme Moman n'hésita pas à déployer dans cette affaire, car s'il est dans notre vie des choses qui méritent des sacrifices, qui irait mettre en doute que Moman en soit une. Moman paya donc les 20 piastres et s'en alla l'esprit tranquille, certaine à présent que son fils entrerait dans l'adolescence, robuste et en bonne santé. En fait, là, je pense que c'était plus pour mettre le doigt sur, sur la place qu'occupe la religion dans la vie des gens, en fait. Et surtout le fait que, en fait, souvent, on fait appel aux guérisseurs au lieu d'aller à l'hôpital. Bon, soit dit en passant, en fait, elle est d'abord allée à l'hôpital, mais là-bas, ils ne l'ont pas pris. Et c'est à cause de ça qu'il est allé voir le marabout là. Mais souvent, en fait, souvent. J'adore commencer mes phrases par souvent pour me rendre compte qu'en fait, je suis en train de faire des généralisations qui tiennent pas la route, en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que
Des fois, quand les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent sont malades, ils commencent par rester chez eux. Après, ils utilisent des remèdes de grand-mère. Si ça ne marche pas, ils vont aller voir le marabout. Et si ça ne marche pas avec le marabout, c'est là qu'ils se décident à aller chez le médecin. Et à ce moment, souvent, c'est trop tard. En fait, c'était cet aspect-là que je voulais souligner. Et sinon, en fait, ce que j'ai trouvé marrant, c'est pas marrant. C'est juste qu'en fait, le maître, là, le marabout, en fait, il mélange, il cite plein de versets du Coran qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et une fois qu'il a fini de citer tous ces versets de Coran, il lui sort, ça fera 20 piastres. Donc, du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Mais apparemment, ça a marché vu qu'il dit que mon man s'est mis à est sorti de sa léthargie. Comme quoi, hein? Et bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, celui-là aussi, c'était bon, c'était marrant. En fait, là, il nous dit, c'est l'auteur, et c'était par rapport à quoi? Ah oui, j'avais trouvé la référence trop drôle, quoi. Donc, ça dit, à une époque fort lointaine, en effet, quand nous nous retrouvâmes encerclés par la montagne, nous ne fîmes que nous replier vers les berges, les jungles de queue de chat, les forêts d'acacias, les bosquets de palmiers et les habitations, sans nous rendre compte que, de toute l'histoire, il ne nous restait plus qu'une série d'interdits, de mises en garde et de commandements. Et là, il nous cite ces commandements, il dit: tu ne voleras point. Veille à te coucher et à te lever de bonne heure. Sans oublier, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire le jour même. Ni les droits du voisin, le péché de chair, les ragots, l'accusation des honnêtes femmes, la prière, l'aumône légale et autres choses du même acabit. En fait, souvent, il fait allusion à la religion et à l'emprise que la religion a sur les gens du, entre guillemets, du bas peuple. Par exemple, quand c'était qui le communiste qui disait que la religion est l'opium du peuple? C'était qui disait ça? C'est qui avait dit ça? C'est Karl Marx ou c'est pas Karl Marx? Ou c'était qui? En tout cas, quelqu'un de cet acabit nous avait sorti que, comment dire, que la religion était l'opium du peuple. Et donc, du coup, en fait, souvent, tout au long du livre, il fait beaucoup de références au Coran, aux Écritures saintes. Et c'est pour ça que, ouais, j'avais trouvé drôle. Ça faisait boy, ça, il fait référence à plein de choses et est-ce que c'est la peine de détailler ça? Bon, tu ne voleras point, donc ça ça fait partie des 10 commandements de Moïse. Veille à te coucher et à te lever de bonne heure. Ça, je ne sais pas de qui ça sort. Après, ne remets jamais à demain ce que tu peux faire le jour même. Ça aussi, bon, à la base, ça sort d'où ce truc-là? Ces deux trucs-là, c'est des trucs qu'on nous sort tout le temps, mais bon, je ne sais pas, ça sort d'où. Après, les droits du voisin, ça aussi, ça fait référence, je pense, à la Sunna, parce que en fait, dans l'islam, ils disent que, par exemple, il faut faire attention à ses voisins, que, en fait, le prophète, paix et salut sur lui, à chaque fois, en fait, Jibril, l'ange Gabriel, lui faisait des recommandations par rapport aux droits des voisins, à tel point qu'à un moment, il s'était dit, en fait, il s'attendait à ce qu'on lui dise que, en fait, que quelqu'un pouvait hériter de son voisin. En fait, c'est une manière de dire à tel point, en fait, c'était important de tenir compte de ses voisins, en fait.
c'était par rapport à ça. Ben, le péché de chair, en fait, toutes les écritures, en fait, sont d'accord sur ce genre de choses. Le péché de chair, bref. Les ragots, après l'accusation des honnêtes femmes, ça aussi, il y a, comment dirais-je, souvent, par exemple, dans l'islam, ils parlent souvent je parle des détracteurs de l'islam, là, quand ils disent, ouais, pourquoi en fait ils disent qu'il faut lapider les femmes qui sont, comment dirais-je, qui font pourquoi il faut lapider les femmes qui sont accusées d'adultère, des trucs comme ça. Et en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en fait, pour en arriver à lapider une femme pour adultère, franchement, il faut le vouloir, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, c'est, par exemple, un homme qui vient trouver sa femme avec un autre homme, il ne peut pas aller dire, ouais, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme et du coup, il faut que vous la lapidiez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait 4 hommes qui ne se sont pas donné le mot, qui tombent tous ces 4-là en même temps sur une femme en train de commettre l'adultère et que c'est là qu'on pourra dire, ah ben tiens, cette femme a commis l'adultère. Maintenant, comment est-ce que 4 hommes pourraient se retrouver dans une chambre et tomber sur une femme en train de commettre l'adultère? Je ne vois pas. Sans s'être donné le mot. Par exemple, là, moi, je me dis, le mari, il tombe sur sa femme en train de commettre un adultère. Donc, du coup, il se dit, bon, moi, tout seul, je ne peux pas dire que ma femme est en train de... Je ne peux pas accuser ma femme. Donc, je vais aller chercher mes 4 copains là-bas et leur dire, vous, tous les 4 là, allez chez moi, il y a ma femme qui est en train de me tromper. Ça ne tient pas la route. Parce qu'ils disent que il faut pas que ces 4 personnes-là se soient mis en... qu'elles soient d'accord en fait pour aller surprendre la femme. Donc, partant de ce principe-là, comment tu peux arriver à dire que une femme a prouvé un adultère jusqu'au point d'aller lapider une personne? Donc, c'est des choses comme ça. Donc, en fait, dans le livre, il met le doigt sur plein de choses comme ça. Et ben, la prière, ben, ça fait partie des piliers de l'islam. L'aumône légale, ben, quand il dit l'aumône légale, je ne vois pas à quoi il fait référence exactement. Après, il dit et autre chose du même acabit. Donc, du coup, ça, c'est dans le style, moqueur, en fait. Mais en tout cas, le truc, c'est ça. Le truc, c'est ça. En fait, je viens d'avoir un message qui me dit que j'ai dépassé ma taille de vidéo là, alors que lui me dit que j'ai juste... je sais pas, bon, c'est pas grave. Si jamais ça coupe, je saurai pourquoi ça coupe. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc j'avais trouvé l'histoire du mariage de mon man aussi. J'ai trouvé que c'était drôle, mais bon, c'était drôle. En fait, ce que je voulais dire, c'est que... en fait, j'étais en train de penser au fait que... si je prends l'exemple du Sénégal, en fait, maintenant, les mariages, c'est très mercantile. Et on demande surtout beaucoup d'argent aux prétendants. Et là, en fait, quand j'ai lu ce qu'on a demandé à Moman, ça m'a fait sourire. Mais peut-être qu'à l'époque, ça faisait aussi beaucoup pour eux. Hein. Donc, à Moman, on lui a demandé. Voici ce que l'on exigea. 40 livres égyptiennes payables intégralement dès la fin de la période de vidange des canaux, c'est-à-dire après l'étuvage de la Méloua. 6 kilos de blé ordinaire
ou 8 de blé australien, 5 livres de babeur de buffles ou 7 de babeur de vache, une chèvre ou un agneau entier. Donc, du coup, après, je ne sais pas, 40 livres égyptiennes à l'époque, je ne sais pas à combien ça correspondait, peut-être que c'est une grosse somme, mais bon, en tout cas, voilà la dot qu'on a demandé à mon man. Et après aussi, il y a ce qu'ils appellent la corbeille. Où est-ce qu'il y a une histoire de corbeille? Ah oui, c'est ça. En fait, il y a aussi une corbeille qu'il doit offrir à sa promise et c'est sa maman qui amène la corbeille. Donc, ils disent la veille du 15 de Chaban, donc Chaban c'est un mois dans le calendrier musulman, on vit ainsi Moman accompagné au milieu des youyou, 2 fillettes qui portaient la corbeille de la promise de Moman. On y trouvait un châle rouge encore dans son emballage rapporté de Malawi, une paire de bas couleur chair et une autre noire pour les visites de condoléances, 4 cubes de savon de Naplouse, 4 fichus de 4 coloris différents, dont 2 ornés de paillettes et de fils dorés, une paire de pantoufles de fabrication locale surmontées d'une rose, 2 pièces de satin plaisir du cœur de la qualité la plus chère, 7 en fait, 7 c'est le numéro parce qu'il a numéroté tous les cadeaux là. Une demi-livre de henné de Suez, 3 pains de sucre, 9, 3 mouchoirs à fard dont les femmes se frottent les joues pour les faire rougir, 10, 2 bouteilles de sirop entabli. Donc, en fait, ça, c'est la corbeille de la promise de mon man. Après, donc, le chapitre suivant, ça s'appelle chapitre sur la noce. Et franchement, la nuit de noces, là, rien que pour la nuit de noces, ça vaut le coup de lire le livre, en fait. Je pourrais vous lire la nuit de noces, mais franchement, allez lire le livre pour vous lire la nuit de noces. Ah ben, moi, ça m'a simplement choqué. Donc, du coup, je vous laisse lire les tribulations d'un Égyptien en Égypte pour savoir qu'est-ce qui a bien pu me choquer sur cette nuit de noces. Ben, comment dirais-je, ma description de ce livre était un peu tirée par les cheveux, mais en fait, le livre en lui-même est tiré par les cheveux et je ne voyais pas trop comment l'aborder. Et bon, faut le lire et se faire son propre avis. Merci et à bientôt sur #j'adore lire. Bye. Moqueur en fait, mais en tout cas le truc c'est ça. Le truc c'est ça. En fait, je viens d'avoir un message qui me dit que j'ai dépassé ma taille de vidéo là, alors que lui me dit que j'ai juste je sais pas, bon c'est pas grave. Si jamais ça coupe, je saurai pourquoi ça coupe. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc j'avais trouvé l'histoire du mariage de mon man aussi, j'ai trouvé que c'était drôle, mais bon, c'était drôle. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'étais en train de penser au fait que si je prends l'exemple du Sénégal, en fait, maintenant, les mariages, c'est très mercantile et on demande surtout beaucoup d'argent aux prétendants. Et là, en fait, quand j'ai lu ce qu'on a demandé à un moment, ça m'a fait sourire. Mais peut-être qu'à l'époque, ça faisait aussi beaucoup pour eux. Hein. Donc, à un moment, on lui a demandé. Voici ce que l'on exigea. 40 livres égyptiennes payables intégralement dès la fin de la période de vidange des canaux, c'est-à-dire après l'étuvage de la
Meloua. 6 kg de blé ordinaire ou 8 de blé australien, 5 livres de babeur de buffles ou 7 de babeur de vache, une chèvre ou un agneau entier. Donc, du coup, après, je sais pas, 40 livres égyptiennes à l'époque, je sais pas à combien ça correspondait, peut-être que c'est une grosse somme, mais bon, en tout cas, voilà la dot qu'on a demandé à mon man. Et après aussi, il y a ce qu'ils appellent la corbeille. Où est-ce qu'il y a une histoire de corbeille? Ah oui, c'est ça. En fait, il y a aussi une corbeille qu'il doit offrir à sa promise, et c'est sa maman qui amène la corbeille. Donc, ils disent la veille du 15 de Chaban, donc Chaban c'est un mois dans le calendrier musulman, on vit ainsi Moman accompagné au milieu des youyou, 2 fillettes qui portaient la corbeille de la promise de Moman. On y trouvait un châle rouge encore dans son emballage rapporté de Malawi, une paire de bas couleur chair et une autre noire pour les visites de condoléances, 4 cubes de savon de Naplouse, 4 fichus de 4 coloris différents, dont 2 ornés de paillettes et de fils dorés, une paire de pantoufles de fabrication locale surmontées d'une rose, 2 pièces de satin plaisir du cœur de la qualité la plus chère, 7 en fait, 7 c'est le numéro parce qu'il a numéroté tous les cadeaux là. Une demi-livre de henné de Suez, 3 pains de sucre, 9, 3 mouchoirs à fard dont les femmes se frottent les joues pour les faire rougir, 10, 2 bouteilles de sirop entablées. Donc, en fait, ça, c'est la corbeille de la promise de mon man. Après, donc, le chapitre suivant, ça s'appelle chapitre sur la noce. Et franchement, la nuit de noces, là, rien que pour la nuit de noces, ça vaut le coup de lire le livre, en fait. Je pourrais vous lire la nuit de noces, mais franchement, allez lire le livre pour vous lire la nuit de noces. Ah ben, moi, ça m'a simplement choqué. Donc, du coup, je vous laisse lire les tribulations d'un Égyptien en Égypte pour savoir qu'est-ce qui a bien pu me choquer sur cette nuit de noces. Ben, comment dirais-je, ma description de ce livre était un peu tirée par les cheveux, mais en fait, le livre en lui-même est tiré par les cheveux et je ne voyais pas trop comment l'aborder. Et bon, faut le lire et se faire son propre avis. Merci et à bientôt sur #j'adore lire. Bye!